Très bien. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter le modèle de prise en charge des personnes âgées dépendantes et ou à risque d'exclusion. Alors, pourquoi avoir choisi les personnes âgées? Les personnes âgées, nous sommes partis d'une problématique pas uniquement tunisienne, mais aussi internationale. C'est que la population mondiale va vers le vieillissement. Et en ce qui concerne la Tunisie, vous avez devant vous la situation démographique des personnes âgées de 60 ans et plus. J'ai utilisé pour ceci les enquêtes de recensement de l'INS. Et la source, donc, ça va être le dernier recensement de 2014. Et vous remarquez qu'entre 1956 et 2014, le pourcentage des personnes âgées de 60 ans et plus a plus que doublé. Et les projections de l'INS disent que d'ici 2030, la proportion de la population tunisienne âgée de 60 ans et plus va dépasser la proportion des personnes jeunes de 0 à 14 ans. Ça va être la première fois dans l'histoire de la Tunisie. Donc, ceci montre très bien que cette population va augmenter. Si elle augmente, c'est aussi avec ces problèmes. Et cette augmentation de la population âgée, elle est expliquée en partie par la prolongation de l'espérance de vie en Tunisie. Entre 1956 et 2014, on est passé d'un âge de 46,9 ans comme espérance de vie à 74,9 comme espérance de vie. Ceci explique aussi un peu cette augmentation de la proportion, de la fréquence des personnes âgées de 60 ans et plus. De point de vue situation économique et sanitaire de cette population cible, vous remarquez que 37,2% de cette population n'ont aucune source financière et que à peu près 6,3% de cette population bénéficient d'une aide sociale ou d'une autre source d'aide. Et seuls 56,5%, à peu près, donc un peu plus que la moitié de ce groupe de population, ont une source ou un revenu fixe. Donc, ceci aussi, c'est un facteur qui explique un peu la vulnérabilité de ce groupe de population. Un autre chiffre que je vous donne, c'est la couverture sociale. En Tunisie, 86,7% de la population âgée de 60 ans et plus a une couverture sociale. Les caisses sociales participent moins de 50%, et là, après, Dr. Leila Chif va peut-être confirmer ce chiffre, c'est un chiffre de l'INS, 43,6% de la population âgée de 60 ans et plus bénéficie d'une couverture sociale. Les soins gratuits, 8,8, demi-tarif, 10,2 et les autres, 24,7. Donc, c'est quand même une situation, on peut dire que seul 13,3% de la population, de cette population, n'ont aucune couverture sociale. Les infirmités. Selon ce rapport, 45% de cette population ont des infirmités multiples, c'est-à-dire des infirmités visuelles, mentales, locomotrices, physiques, etc. Donc, la moitié de cette population a déjà des problèmes de santé. Maintenant, si on regarde ce qui se passe de point de vue maladie, la carte sanitaire de cette population. Nous avons ici, vous avez devant vous, les chiffres de deux enquêtes nationales, la première réalisée en 1996 et la deuxième en 2016 sur cette population. Et vous remarquez que ce soit des problèmes de santé dus à une malnutrition par excès, c'est-à-dire les maladies chroniques non transmissibles, obésité, diabète, les facteurs de risque HTA, les dyslipidémies, la fréquence est en augmentation. Pareil aussi pour les problèmes de malnutrition par carence, comme le problème d'anémie majoritairement par carence. On est passé à 10,9% à 34,6% 20 ans après. Donc, ceci veut dire aussi que cette population, elle est vulnérable sur le plan santé. Donc, c'est pourquoi nous avons fait un focus sur ce groupe de population. Alors, pour l'élaboration de notre modèle, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, dans une première étape, on a analysé l'existant en Tunisie. C'est-à-dire que nous avons analysé
toutes les publications en relation avec les personnes âgées, les publications scientifiques, les rapports, les lois, les décrets, les programmes. C'est une revue systématique de ce qui existe en Tunisie en rapport avec les 60 ans et plus. Nous avons, voilà, vous avez devant vous un résumé de cette analyse systématique de la littérature. Nous avons revu 1437 publications et au final, seules 44 publications ont été retenues et de point de vue valeur de relevance level, de valeur d'importance, parmi ces 44, 19 sont de valeur élevée et 23 de valeur moyenne. Et seules 2 ont une valeur faible parce que c'est des publications qui n'ont pas été publiées scientifiquement, qui ne sont pas basées sur des études scientifiques avérées, mais c'est des petits rapports que nous avons trouvés dans la littérature grise. Après, la deuxième étape, c'est qu'on a fait des entretiens avec des acteurs clés dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées. Nous avons pris un représentant de l'administration publique qui fournit des services de protection sociale, ministère de la Femme, c'est un représentant du ministère de la Femme, de la Famille, des Enfants et des Personnes âgées, Dr Semia Nagra. Nous avons également eu un entretien avec Dr Leila Shrif, qui représente l'entreprise sociale qui fournit des services d'assistance sociale, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM. Nous avons également eu un entretien avec professeur Leila Alouen, qui est présidente d'une ONG, l'Association Alzheimer de Tunisie, et nous avons eu un entretien avec une figure académique spécialiste en gérontologie, le docteur Saïd Hajem. Donc, nous avons, durant cet entretien, nous avons eu leur connaissance, leur perception et leur représentation en matière de prise en charge des personnes âgées en Tunisie. Nous avons également, à partir de toutes les données collectées, que ce soit des données de la littérature ou les données d'entretien, nous avons réalisé une analyse SWOT des caractéristiques de la prise en charge des personnes âgées. Et à partir de cette analyse SWOT, nous avons sélectionné des actions qui sont considérées comme étant des actions réussies en Tunisie et que nous avons introduites dans notre modèle. Après ça, nous avons fait une enquête Delphi à 3 tours avec des acteurs clés, donc avec vous. Ces acteurs clés ont été sélectionnés selon leur position dans le domaine des soins de santé et dans le domaine social qui vise les personnes âgées. Alors, ces personnes ressources ou ces acteurs clés ont été répartis en 3 niveaux, niveau macro, méso et micro. Ici, vous avez devant vous le niveau micro qui est représenté par les professionnels fréquentant ou qui sont en contact avec la population âgée dépendante et ou à risque d'exclusion. Parmi ces acteurs clés, vous avez Mounir Lamloum, Fatma Boussamma, Semira Azebi, Semi Kamoun, Fatma Ben Faraj, Shedia Laouini, Sonia Oueli, Hamebi, Fatma Laswed et Wafé Douiri. Dans le niveau 2, nous avons donc des personnes qui sont dans l'entreprise sociale, dans les ONG, c'est aussi les figures académiques qui travaillent en relation avec les personnes âgées dans le domaine social et sanitaire. Et vous avez ici Leila Alouen, Saïd Hajem, Radouine Gouya, Bassem Zmantar, Ziad Belamin, Khadija Zitoun, Mezli Sraïr, Nabil Yassine Safer, Adel Ben Marzouk, Amel Bourassi, Abdelkrim Kepsi. Et enfin, le troisième domaine, c'est le niveau macro. Il est représenté par l'administration publique qui fournit des services sanitaires et sociaux. Nous avons Kais Gizmi, Inès Kamoun, Saïd Awanish, Nadia Ben Mansour, Rajab Ben Brahim, Imen Nechir, Khaled El Mattoussi, Leila Shrif, Lamia Ben Arsine et Sonia Delidi. Sachant que pour ce webinaire, nous avons invité tous ces acteurs clés. Certains ont des difficultés à nous rejoindre, certains ont dit qu'ils ne peuvent pas. Et j'espère qu'au fur et à mesure, les autres acteurs nous rejoignent pour nous donner leur avis justement sur ce modèle qui a été élaboré avec leur participation.
Donc, ce qu'on a fait en Tunisie, il a été fait dans les 5 pays partenaires. Un modèle propre à chaque pays a été élaboré. Je vais aller vers la présentation. Donc, j'ai fini avec les... Comme je vous l'ai dit, donc c'est ce modèle, il a été élaboré, il a été dupliqué dans les pays partenaires qui sont l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Égypte, la Tunisie et 6 pays, et le Liban. Et le Liban. Voilà. Et chaque pays a adapté, bien sûr, le modèle à son contexte local. Bien. On va voir donc ce modèle-là. À partir de toutes les données que nous avons collectées, que ce soit les données de la littérature ou les données issues des entretiens avec les partenaires et les données de Delphi, nous avons 5 dimensions, ou 6 dimensions sont apparues dans ce modèle. Donc, nous avons divisé le modèle en 6 dimensions. Nous allons voir ces dimensions une à une. Je vais commencer par la première, c'est la dimension bénéficiaire de la prise en charge. Donc, dans toute la littérature qu'on a vue, les entretiens qu'on a eus et les réponses au questionnaire Delphi, on fait apparaître que dans le modèle, le modèle doit être centré sur la personne qui va bénéficier de la prise en charge. Alors, quelle est cette personne? D'abord, c'est une personne âgée. Et là, on a la définition de qu'est-ce qu'une personne âgée. Et pour nous, nous avons considéré la personne âgée comme étant âgée de 65 ans et plus. Elle doit être dépendante, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'arrive pas à réaliser les actes quotidiens, donc les actes habituels de la vie quotidienne. Et c'est aussi une personne qui est à risque d'exclusion, à risque d'être marginalisée sur le plan social, soit par manque de finances, soit par manque de famille, etc. Donc, c'est une personne qui est à risque d'exclusion. C'est ça la personne qui va bénéficier de notre modèle de prise en charge. Alors, ce modèle, il inclut les prestataires de services de soins de santé et de services sociaux. Et pour ceci, donc, il doit comprendre une équipe multi- et interdisciplinaire qui comprend ces prestataires de soins de santé et ces prestataires de services sociaux. Et aussi, dans ce modèle, les membres de la famille qui prennent en charge ces personnes âgées doivent être inclus dans le modèle. Et la tâche de chacune de ces personnes dans le modèle doit être claire et doit être bien définie pour que chacun sache ce qu'il doit faire pour améliorer la prise en charge des personnes âgées. Donc aussi, pour ces prestataires de modèle, on doit prévoir de renforcer les capacités de ces personnes en charge des personnes âgées. Et aussi, il faut que dans le modèle, on doit tenir compte de l'aspect financier, des ressources humaines pour garantir une performance efficace et efficiente de la prise en charge de ces personnes âgées. Alors, le modèle doit aussi tenir compte de l'environnement de soins et de prestations de services elles-mêmes. Donc, qu'est-ce que l'environnement de soins? C'est l'environnement dans lequel vivent les personnes âgées. L'environnement, il doit être favorable, il doit être donc sécurisé, il doit être disponible, accessible. Il faut qu'il y ait une continuité et une durabilité dans la prise en charge des personnes âgées. En ce qui concerne les prestations de services, elle doit être de qualité, elle doit être efficace et elle doit offrir une gamme complémentaire d'interventions sanitaires et sociales qui répondent aux besoins des personnes âgées. La troisième dimension, c'est la gouvernance. Donc, dans ce modèle, on doit tenir compte de la gouvernance. Il faut qu'il y ait une bonne gouvernance indépendante de toute orientation politique. Il faut qu'elle soit menée dans la transparence complète et elle doit être équitable et universelle pour que toutes les personnes âgées bénéficient équitablement de ce modèle de prise en charge. Il faut que aussi qu'on ait des études, qu'on fasse des études, qu'on fasse des enquêtes pour évaluer les besoins, améliorer la qualité de prise en charge et la gouvernance doit tenir compte justement des résultats de ces études. Il faut aussi que la gouvernance se fasse dans une démarche participative, c'est-à-dire que les personnes, les bénéficiaires elles-mêmes et leur entourage et les personnes, les prestataires de services doivent aussi participer dans cette gouvernance. Le financement. Alors,
aucun modèle ne peut perdurer, ne peut durer dans le temps si on n'assure pas un financement. Donc, le côté financement doit être visible dans le modèle. Le financement, il peut être public, il peut être privé, il peut être mixte, il peut aussi être à but non lucratif, donc social. Le modèle doit, dès le départ, définir son mode de financement. Et ce financement doit se faire aussi dans la transparence totale de gestion. L'aspect technologique. L'aspect technologique, il a été signalé lors de la recherche bibliographique, lorsqu'on a eu des entretiens et aussi dans l'enquête Delphi. Donc, on pense à introduire dans ce modèle l'intelligence artificielle et la robotique pour aider les personnes à mieux gérer leur vie, leur quotidien et améliorer leur qualité de vie. Et après, le professeur Egersri, il va vous parler justement des actions précises en matière de technologie. Il faut aussi qu'on a pensé aussi à mettre en place une plateforme technologique accessible aussi bien aux bénéficiaires que de leur entourage, aux acteurs clés, qu'à ceux qui prennent en charge les personnes âgées. Et dans cette plateforme, c'est le forum, c'est la démarche participative, mais aussi le renforcement de capacités, des formations qui se fassent via cette plateforme, et aussi signaler s'il y a des problèmes dans la prise en charge de ces personnes âgées. Voilà les 6 dimensions du modèle. En plus de 6 dimensions, le modèle doit tenir compte de 3 niveaux. Les niveaux macro, le niveau méso et le niveau micro. Et là, ces 3 niveaux pour chacune de ces dimensions, le professeur Egersri va vous en parler en détail de ces 3 niveaux dans chacune de ces dimensions. Pardon. Ce modèle tient compte aussi de 5 concepts. Désolée. Merci. Concepts. Quels sont ces concepts? D'abord, il faut que le modèle, dans ce modèle, on tienne compte de la qualité de la recherche et de la diffusion ou dissémination. Qu'est-ce que la qualité? La qualité dans la prise en charge, c'est le respect des droits de l'homme et la dignité. C'est-à-dire que quand on prend en charge les personnes âgées, on doit respecter leurs droits et aussi on les prend dans la dignité. La prise en charge doit être centrée sur la personne, elle doit être préventive, elle doit être thérapeutique. Donc, et tenir compte de la culture des personnes âgées dans le contexte local du pays. Elle doit se faire aussi dans la transparence. La recherche est très importante dans la prise en charge de ce groupe cible. La recherche, elle permet de créer de nouvelles connaissances, elle permet aussi d'inclure dans notre modèle les connaissances déjà partagées, les bonnes pratiques existantes. Et donc, la recherche, le long de ce modèle, de la mise en place de ce modèle, elle doit apparaître dans ce modèle. La diffusion. Il faut qu'il y ait une dissémination, il faut qu'il y ait un partage des résultats, des problèmes, des expériences réussies pour justement améliorer au fur et à mesure ce modèle. Le deuxième concept, c'est le genre. Donc, tenir compte de l'aspect genre. Donc, le genre, c'est en même temps le sexe, qui est l'aspect biologique, mais c'est aussi les rapports sociaux construits qui tiennent compte de la culture du pays, qui tiennent compte des attitudes, des comportements, des valeurs, etc., et qui permettent de distinguer les hommes par rapport aux femmes. Pour nous, le genre, il faut qu'il y ait une équité de genre, il ne faut pas qu'il y ait de disparité de genre dans notre modèle. Le troisième concept, c'est l'éthique. Donc, c'est l'éthique, il est basé sur plusieurs principes, l'autonomie, la bienfaisance, la justice, la privacité de la personne et aussi la confidentialité des données que nous avons à partir de ces données. Donc, l'aspect éthique doit être un concept important dans notre modèle. L'inclusion sociale, donc le cinquième concept, c'est l'inclusion sociale. Donc, il faut que notre modèle permet à ces personnes âgées d'être inclus socialement et de leur éviter justement l'exclusion sociale. Ces personnes doivent être traitées équitablement et avec dignité. Je pense que le dernier aspect, c'est le transculturel.
Transculturel, c'est que c'est tenir compte justement de la culture et de l'ethnicité de chaque personne, en fonction des régions, en fonction des milieux, en fonction même des ménages eux-mêmes. Et transculturel, le modèle peut être dupliqué dans les autres pays. Donc, tenir compte aussi des autres pays, pourquoi pas, pour qu'on puisse exporter éventuellement notre modèle, s'il est réussi, à d'autres pays qui n'ont pas de modèle de prise en charge des personnes âgées. Voilà, donc le modèle, si je résume, il a 6 dimensions. Chaque dimension est divisée en 3 niveaux et il tient compte de 5 concepts. Voilà brièvement le modèle que nous allons construire ensemble et implémenter, surtout tester, implémenter et tester en Tunisie. Et je vous remercie. Donc voilà, s'il vous plaît, je vais reprendre le modèle devant nous, ou si vous voulez intervenir, ouvrez votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Et si vous m'entendez, la première discussion va être à propos des 6 dimensions. Vous voyez le modèle? On le voit. On voit le modèle, Jalila. Oui, on le voit. Très bien. On voit le modèle. Amalek, s'il vous plaît, celui ou celle qui va intervenir se présente. Se présente et c'est l'occasion justement de se présenter à tout le monde. Qui veut prendre la parole? Leïla, toi. Leïla Alwen. Ouais, Leïla Chérif. Les maris. Bonjour. Allez-y, Leïla. Bonjour tout le monde. Donc, vous m'entendez là? Hey. Donc, moi, je me présente, Dr Leïla Chérif Ben Ayed. Donc, je suis médecin inspecteur général, directeur adjoint et président de la commission des médicaments spécifiques à la CNAM. Donc, je suis très honorée d'être parmi vous. Je remercie Madame Lahati pour sa présentation pertinente concernant donc le modèle de prise en charge des personnes âgées ou à risque d'exclusion sociale avec ses dimensions, les niveaux et les concepts. Tout à l'heure, donc, ils ont présenté le taux de couverture sociale d'après l'INS. En fait, le taux de couverture sociale, il est aux alentours de 70 à 80% pour toute la population, mais concernant les personnes âgées, peuvent être assurés sociaux. De toute façon, ils peuvent avoir la couverture sociale en tant qu'assuré social, conjoint ou bien ascendant, c'est-à-dire les parents à charge. C'est pour ça que le chiffre peut dépasser largement les 80%. Et donc, je tiens aussi à remercier aussi Dr Shiraz, qui est une amie de promotion, pour sa présentation claire et en attendant l'enregistrement d'Arbaba pour voir de quoi il s'agit. Et je vous remercie. Merci, Dr Chif. Donc, ce que je retiens de votre intervention, c'est que vous êtes d'accord sur les 6 dimensions, oui. Avec chaque dimension en 3 niveaux, et que vous êtes d'accord pour d'inclure les 5 concepts dans le modèle. Oui, tout à fait. C'est ça? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Professeur Leïla Alwen. Oui, donc, la professeure en nutrition et évidemment présidente de l'association Alzheimer, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai apprécié le modèle, mais je me posais la question, si j'ai bien compris d'ailleurs, est-ce qu'on ne va s'intéresser qu'aux personnes qui ont des problèmes sociaux, c'est-à-dire que même les personnes âgées qui ont les moyens, qui sont bien entourées, etc., en ce qui concerne l'Alzheimer, en tous les cas, ils ont énormément de problèmes pour trouver des solutions. Est-ce que votre modèle intègre toutes les personnes âgées sans distinction, ou est-ce qu'il faut absolument que la personne âgée ait des problèmes? Voilà, c'est ça ma question. Bien.
Alors, normalement, comme on l'a bien signalé au cours des deux présentations, que ce soit la mienne ou celle de Shiraz, c'est que c'est un modèle qui est centré, qui a un focus sur les personnes âgées, 65 ans et plus, dépendantes et ou à risque d'exclusion sociale. Moi, je dis que on a pris la catégorie la plus difficile. Si on arrive à mettre en place des actions de prise en charge de cette catégorie difficile quand même, des personnes dépendantes, qu'est-ce qu'il faudrait leur faire, ou les personnes qui sont à risque d'exclusion sociale, qu'est-ce qu'on va leur faire, ceci inclura certainement les autres personnes. Les 65, hein, dépendantes. Et elle parle des personnes, si j'ai bien compris votre question, professeur Leila Alwen, c'est que vous parlez des autres personnes âgées sans avoir de problème ni de santé, ni de familial, ni de prise en charge, ni rien de tout. C'est ça, hein? Oui, oui. En me posant la question, est-ce qu'on ne peut pas, dans ce modèle, penser à un axe de prévention, mais vraiment de prévention, avant même que la personne âgée n'arrive à avoir des problèmes ou qu'elle ne soit donc marginalisée ou autre. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer dans ce modèle même un axe de prévention pour que justement on n'arrive pas à ce que cette personne âgée ait des problèmes pour la prendre en charge? Donc on peut peut-être, hein, je propose, hein, peut-être travailler en amont pour ne pas arriver à avoir des personnes âgées avec plein de problèmes comme on le voit actuellement. Mais après, vous allez voir avec professeur Sridi les actions que nous allons mettre. À mon avis, je n'ai pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est un modèle de prise en charge des personnes âgées, dépendantes, ou à risque d'exclusion. Il n'y a pas de prévention, il y a une prise en charge. Bon, maintenant, elle a beaucoup travaillé sur les options d'action. Elle me dit même la prévention, elle est incluse dans les actions. On va voir avec elle. Dans ma perception de cette action, de ce modèle, c'est que c'est une prise en charge et non une prévention. S'il y a des options d'action de prévention, tant mieux. Je me dis, il y en a. On va voir ensemble, là, après, avec elle. Merci. Sinon, on est là. Bonjour. La parole. Bonjour, c'est Dr Bakar Sondes. Bonjour. Alors, je suis Dr Bakar Sondes, je suis donc médecin gériatre, je suis chef de l'unité de gériatrie à l'hôpital Mahmoud El-Matri de l'Ariana. Je suis aussi secrétaire générale de l'ATREG, l'Association tunisienne de recherche en gériatrie et gérontologie. Je suis membre du bureau de la Société tunisienne de gériatrie et membre fondateur de ce qu'on appelle maintenant le groupe d'experts des gériatres du Grand Tunis. Alors moi, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir permis de faire partie de ce groupe de travail et puis vous remercier toutes les deux pour votre exposé. Ça nous a vraiment éclairci un peu les idées puisque je n'avais pas vraiment une idée très claire. Merci pour tout ce que vous nous avez présenté. Et moi, je voudrais aller dans le même sens que Madame Alwen. En fait, ces personnes âgées dépendantes ou à risque d'exclusion, nous en gériatrie, on appelle ça les personnes fragiles. Et la fragilité met sous ses ailes aussi bien le risque de dépendance, les risques d'exclusion sur tous les plans médicaux, sociaux, culturels, financiers, familiaux. Donc, je pense que ce serait très intéressant de parler de la personne âgée fragile. Voici mon intervention. Et puis, je voulais poser une petite question. Est-ce que ces dimensions, ils ont été imposées par le chef de projet à l'échelle générale, ou est-ce que ça a émané de l'expérience tunisienne typique? Merci. Merci, professeur Bakar. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. Bien, je reviens à votre question et à votre commentaire. Est-ce que les dimensions, je pense que c'est la question, le commentaire va dans le sens de Leila. On va voir avec professeur Sridi la réponse. Mais pour les dimensions imposées, non, les dimensions ne nous ont pas été imposées. On a fait un travail collectif, beaucoup de réunions, et chaque pays a fait ressortir à partir de la revue de la littérature, de la situation dans chaque pays en matière de prise en charge, à partir de tous les documents. Je peux vous envoyer l'analyse SWOT que nous avons fait, je peux vous envoyer le rapport à partir de la revue de la littérature que nous avons fait tunisien, et à partir de ça, on a groupé les actions en dimensions. Et bien sûr, il y a eu une concertation, c'est les titres qu'on a unifiés, ils ont harmonisé ensemble.
Mais ce sont les dimensions qui sont apparues et c'est pourquoi je vous ai posé la question, est-ce que pour vous, ces 6 dimensions reflètent toutes les caractéristiques d'un modèle qu'on voudrait mettre en place pour prendre en charge les personnes âgées dépendantes ou à risque d'exclusion, ou là vous voyez d'autres dimensions que nous avons zappées, ou là vous voyez une dimension qui vous semble pas nécessaire. Donc tout est encore, on peut tout changer. On est en train dans la phase de discussion. Donc ma réponse c'est que c'est parti d'un travail dans chaque pays a fait le même travail et on a harmonisé les titres des dimensions. Très bien, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Après, je passerai la question. Nous avons avec nous ici, nous sommes à l'Institut, donc c'est l'équipe du projet, et nous avons avec nous professeur Inès Camoun de l'Institut national de nutrition. Après, je lui passerai la parole pour intervenir. Est-ce qu'il y a une autre... Sirad, est-ce que vous êtes là? Parce qu'hier, il m'a dit je vais intervenir. Sirad, est-ce que vous êtes là? Oui. Parfait. Alors, présentez-vous maintenant. Tout à l'heure, je vous ai coupé la parole. Allez-y. Rebonjour, chers collègues. Je me présente. Je suis Khaled Maltoussi, travailleur social en chef et sous-directeur à la direction des personnes âgées, ministère de la Femme, de la Famille et des personnes âgées. Tout d'abord, je tiens à remercier les intervenants pour leur présentation riche et intéressante. Et si vous permettez, je pense qu'on peut ajouter 2 notions que je pense qui sont très intéressantes à ce modèle. Tout d'abord, c'est la notion de la démocratie sanitaire qui vise à intégrer les personnes âgées dans le processus décisionnel dans les organismes sanitaires et sociaux. Cette démocratie sanitaire, elle est en relation avec la notion de la participation active des personnes âgées et qui lui permettent aussi d'exercer leur citoyenneté active et inclusive. Je pense aussi, si vous permettez, on peut ajouter à ce modèle la notion de l'agisme, puisque puisque l'agisme, c'est un ensemble de stéréotypes négatifs et des présentations et des attitudes négatives à l'égard des personnes âgées, puisqu'actuellement, on a un discours social très négatif envers cette population. Je pense que ces 2 notions sont très importantes, puisqu'on parle d'aujourd'hui d'une personne âgée porteuse du droit, on parle du droit d'une personne âgée, donc on lutte contre la discrimination. Donc, cette notion d'agisme, qu'on doit lutter, puisque c'est le 3e, à mon avis, c'est le 3e isme. Il y a sexisme, racisme et aussi c'est l'agisme. Donc, l'agisme, l'agisme qui peut produire des stéréotypes qui donnent l'impression sur une vieillesse vulnérable aussi et marginaliser cette population, ainsi que on parle aujourd'hui donc d'une vieillesse fragile, dans l'absence de la synonyme de la sagesse. Donc, il devient donc cette population et il devient donc de produire une image très stigmatisée en termes de fragilité, d'invalidité, poids lourd, de dépendance. Donc, il faut focaliser dans ce modèle sur ce concept. Oui, c'est Khaled. C'est bon. C'est bon, très bien. Il y a pour cette intervention. Il y a eu beaucoup d'échos. Donc, la notion ou le concept d'agisme à ajouter. Le deuxième concept,
Et aussi la démocratie sanitaire. اي ما تدخلش الديمقراطيه سانيتير محطوطه في لي كونسيبت نتاعنا في الايتيك وفي في الجون في الديمقراطيه لاجيزم وي جو سوي داكور اما لا ديمقراطيه on la retrouve tenir compte de l'équité des droits de l'homme, tenir compte de la dignité, etc. L'agisme, c'est un concept, on a 5 concepts, on peut ajouter un 6e concept qui serait l'agisme. D'accord.